Ça fait 1 an tout pile que je suis au chômage. C'était pas vraiment le bon moment de le faire. Le contexte économique s'y prêtait mal. Mais pour moi, ça changeait pas grand-chose. J'avais toujours été plus cigale que fourmi. Et l'argent, je l'avais pas au moment de prendre ma décision et je savais que j'en aurais pas beaucoup plus quelques mois plus tard. Je me souviens de ce qui se disait autour de moi. Fallait que je fasse vite, que je me décide avant qu'une nouvelle réforme de l'assurance chômage ne soit appliquée. Il y avait cette rumeur qui courait que la durée des droits à l'allocation allait être réduite de moitié. Et c'était pas rassurant parce que plus que de ne pas travailler, j'avais besoin de temps pour retrouver une confiance qui s'érodait tous les jours, un peu plus, au contact d'individus pétris de biais, de racisme, de sexisme. J'étais clairement dans une situation qu'on pourrait qualifier de délétère, comme un alcoolisme social nourri pendant des années par la pression des autres et la honte de ne pas savoir faire face à ces affronts quotidiens qui semblaient à peine ébranler tout un tas d'autres qui réussissaient à suivre un chemin de carrière sans accroc, quelle que soit leur performance. Il fallait que je change quelque chose. À commencer par un état d'esprit qui ne me permettait plus de me concentrer sur mes tâches quotidiennes. Il fallait que j'imagine tous les soirs de nouvelles façons d'encaisser sans montrer le moindre signe de déception ou de colère. Subir un harcèlement moral insidieux et donc difficile à dénoncer parce que quasiment impossible à prouver, et tout ça avec le sourire. Dire harcèlement moral insidieux, est-ce que ça va pas de soi? Donc racisme ordinaire, sexisme ordinaire, horaire à rallonge qui empêche d'avoir une vie saine, vie sociale et sentimentale quasi inexistante, qui renforce le sentiment d'échouer partout, tout le temps, quand quelque chose ne fonctionne pas. Moi j'y fasse tout et je recommence. Du coup, ouais, j'ai pris la poudre d'escampette quand j'ai commencé à me demander si ils avaient vraiment raison. Est-ce que le retard que j'avais pris dans mon avancement était dû à un retard d'intelligence congénitale? Les gens comme moi n'étaient pas censés finir dans des milieux intellectuels et supposément influents. Je me suis barrée. J'avais bien ma place dans cet endroit, je n'étais clairement pas équipée pour faire face à ces menaces qui étaient là tout le temps, mais qu'on me jurait inexistantes et fantasmées. Mais sérieux, qui a le temps pour des problèmes de discrimination? Qui a envie de les inventer? Après, bon, j'avoue que le marasme sentimental que je traversais depuis des années n'était pas uniquement le fait de mon emploi. Disons que ça ne facilitait pas les choses. C'est compliqué d'expliquer à son date que vous ne pouvez pas le voir avant 22 heures et que ce n'est pas un plan, que ce sera chez vous parce que vous n'avez pas l'énergie de supporter le brouhaha et la foule d'un bar, mais que ce n'est pas un plan, que l'idée du trajet de retour vous provoque comme une envie d'aller dormir et que vous seriez prête à coucher avec cet inconnu juste pour vous reposer un peu, mais que c'est pas un plan, que vous avez juste envie de discuter, allonger et de vous laisser emporter dans le monde des rêves, dans les bras de Morphée, et peut-être aussi dans ceux de ce mec joli sans plus, et que ce n'est pas une invitation au sexe. Résultat, pendant mes années d'exercice en tant qu'employé / petit rouage dans la grande mécanique du capitalisme, ma vie sentimentale a surtout ressemblé à une dérive plus ou moins fluide, arrosée de vin et de houblon. J'en garde un souvenir flou que réveille souvent l'odeur du tabac froid et du latex. Est-ce qu'on peut parler de vie sentimentale lorsqu'on ne connaît que les plans? Ceux d'un soir ou réguliers? Avec ces personnes qui ne prononceront jamais votre prénom pour préserver l'illusion que vous n'êtes pas réel. Les plans, c'est amusant lorsque c'est inattendu, le genre de truc qui nous tombe dessus à la fin de ces soirées où, ivre, on fait plus ou moins tout ce qui nous passe par la tête. Mais ces moments-là sont plutôt rares. J'aurais pu rencontrer des gens au travail. Est-ce que j'aurais pu rencontrer des gens au travail? Non, je pense pas. Ce matin, quand j'ai croisé mon reflet dans le miroir, je me trouvais plutôt jolie. Je crois que je le suis quand je tire pas la gueule. Je voyais tout ce qu'il y avait de trop chez moi et mes imperfections comme de belles aspérités. Mais je sais que ce n'était pas la façon dont je suis perçue par les gens de mon milieu professionnel.
Des gens qui se veulent cool et rebelles, mais dont la description morale correspond parfaitement avec la définition du mot consensuel. Ils aiment les physiques faciles et donc communs, mais moi je n'ai absolument rien de commun. Je porte cette expression froissée qu'on n'oublie pas. Ces kilos en trop qui révèlent la faiblesse psychique, l'incapacité à se retenir face au stress, le manque de volonté et d'envie de maintenir sa silhouette en ne carburant que grâce à une norme métabolique largement déficitaire. Le gras, cette preuve d'un caractère faillible, n'a rien de séduisant, même lorsqu'il est assumé. Et puis je sais que désirer une meuf rondelette à la peau très sombre s'apparente souvent plus à un kink qu'à une réelle préférence ou à une forme de désir. Enfin, il y a quelque chose de reposant à passer la porte d'un endroit et de se dire que là, pendant une dizaine d'heures, personne ne vous considérera comme un être de chair. En fait, j'en suis pas si sûre. Enfin, je me souviens qu'il y avait ce mec qui n'arrivait pas à me regarder dans les yeux. Même de dos, j'avais l'impression qu'il continuait de fixer ma poitrine. Triste cire. Mais à part ça, c'était comme si ma peau m'avait rendu comme invisible. Enfin non. Pas moi exactement, mais ce qui me rend moi jolie, ou au moins mignonne. Enfin, c'est dommage. Je vous entends presque me dire que j'exagère, que je me fais des idées et que c'est moi qui projette quelque chose dans le regard des autres. Mais passé un certain âge, on arrive à bien faire la différence entre ces regards intéressés, libidineux, charmés ou même vides. Je suis sûre de moi sur ce coup-là. Rencontrer quelqu'un sur mon lieu de travail aurait été miraculeux. Parce que je suis unique et que les gens uniques méritent des gens formidables. Non, à cause de ce que je vous expliquais plus haut, mais aussi parce que je vois pas comment faire des rencontres dans les lieux faits pour. Alors, dans un lieu où je me fais bolosser et exploiter, non, je vois pas comment c'est possible. D'ailleurs, ça m'a toujours fait un peu marrer ces films où les protagonistes doivent fuir une tornade ou survivre à des tremblements de terre ou à un tueur en série, mais prennent quand même le temps de tomber amoureux ou au moins d'avoir du désir. Genre, tu vois des gens se faire emporter par des méga vagues et tu te demandes si Kevin te tiendrait la main si vous étiez emporté là tout de suite. Genre, je vais pas décrire mes journées de taf, mais bon, disons qu'il m'arrivait souvent de rentrer trop tard pour passer m'acheter de quoi manger. Alors, à un moment, avec tout ce dont je vous ai parlé plus haut, je me suis dit qu'il fallait faire autrement. Et c'est autrement passer par quitter ce job qui représentait en temps plus d'un quart de ma vie actuelle, alors que j'avais passé le reste de cette existence-là à me former pour pouvoir prétendre à me former à faire ce job. J'arrivais, puisqu'on meurt aux alentours de 80 ans, enfin sans doute un peu plus tôt pour moi, parce que les gens seuls meurent plus vite. Enfin, pas les femmes, il paraît. Et puis j'ai un chat, il paraît que les animaux de compagnie, ça aide aussi. Mais bon, j'arrivais, disons, à la moitié de ma vie. Et je faisais ce truc un peu chiant, peu rémunérateur, chiant parce que je me faisais bolosser, comme je vous l'ai dit, les trois quarts du temps, et en n'ayant personne à qui raconter le peu de moments de gloire que je pouvais vivre. Je me suis juste demandé si je voulais faire ça jusqu'à la fin de mes jours. Vivre dans la morosité la plus ordinaire qui soit. En un an, j'ai eu le temps de faire pas mal de trucs. Lancer ce podcast, par exemple. M'essayer à différentes choses et comprendre ce qui, en dehors de la discrimination quasi permanente que je pouvais subir sur mon lieu de travail, m'a poussé à pousser définitivement la porte, enfin le tourniquet, de la grosse boîte pour laquelle je bossais. À reconsidérer ma décision de ne plus jamais bosser pour une boîte. Et puis, à comprendre pourquoi je m'étais retrouvée à gratter la porte d'un mec que je n'avais vu et consommé qu'une fois à 23 ans en plein hiver, lui refusant de m'ouvrir parce qu'il en avait fini avec moi, qui ne comprenait pas ce qu'il y avait de mal dans le fait de se pointer la nuit chez une personne qui ne veut plus de vous. Ça m'a permis de comprendre les erreurs, les ratés, de comprendre ce que je veux vraiment, tout simplement. C'est une chose de se trouver jolie quand on se regarde, ça en est une autre de pouvoir constater de la richesse qui nous habite. De celle qui s'échange contre rémunération à une grosse boîte comme celle qui nous rend unique et appréciable. Je me demande si beaucoup de gens sont conscients de ce qu'ils ont en eux et de ce qu'ils peuvent faire.
de ce qu'ils peuvent en faire. La culture anglo-saxonne voit plutôt d'un bon œil le fait de prendre une année sabbatique après son bac. J'ai pas l'impression que ce soit la même chose ici. Ces moments-là permettent d'en découvrir un peu plus sur soi, je crois, d'être confronté à des situations qui nous rendent responsables et compatissants. Faire une pause dans la poursuite d'une carrière qui occupera 90% de vos pensées, vous forçant à automatiser tous les comportements qui ne servent pas votre source de revenus. C'est compliqué de trouver du sens quand on fait un métier qui ne sauve pas des vies. C'est compliqué de plaire à quelqu'un quand on est perpétuellement brouillé par un nuage de questions sur le sens des choses. Peut-être que la plupart des gens se posent moins de questions. C'est fort probable même. Peut-être qu'ils ne souhaitent que traverser l'existence de la manière la plus neutre possible. Et ça, c'est une question que je me pose mais dont j'aurai jamais la réponse. Parce qu'on ne fait pas de sondage à ce sujet.